parler un peu technique et je vais essayer de répondre à une question qui a été posée sur Facebook par Jérémy qui me demande ce qu'est l'hyperfocale et éventuellement comment ça marche. Alors, bon, vous allez voir, c'est un petit peu technique pour une fois, mais ça mérite qu'on s'y attarde parce que c'est une méthode qui est très ancienne, qui est aussi ancienne que le photoreportage et qui permet de s'assurer que, en fait, en faisant la mise au point à un certain endroit, allez, on va avoir une netteté acceptable sur une très longue distance. Alors, en photographie, on dit à l'infini, évidemment, ce n'est pas l'infini, mais en gros, sur du photoreportage, sur de la photo de rue, sur du paysage, c'est une méthode qui permet de s'assurer que vous allez avoir de la netteté assez longue. Alors, petit retour en arrière, pour la plupart des gens, la profondeur de champ, ça n'est que l'ouverture. C'est-à-dire, si vous avez un diaphragme très fermé, c'est net, si vous avez un diaphragme très ouvert, c'est flou. Alors, ça n'est pas complètement faux, bien entendu, mais vous devez toujours vous rappeler qu'il y a 4 paramètres qui influencent la profondeur de champ. Le premier paramètre, c'est la distance de mise au point. Plus vous êtes près, plus l'arrière-plan va être flou, plus la profondeur de champ va être courte. Plus vous avez une longue focale, plus la profondeur de champ sera courte. Plus vous avez une courte focale, un grand angle par exemple, plus la profondeur de champ sera longue. Évidemment, l'ouverture, plus votre ouverture est grande, plus la profondeur de champ est courte, donc plus c'est flou derrière, plus votre diaphragme est fermé, plus la profondeur de champ est longue, donc plus c'est net derrière. Mais aussi, enfin, la taille du cercle de confusion. Alors le cercle de confusion, j'en parlerai de manière un peu plus approfondie dans une prochaine vidéo. Mais en gros, gardez à l'esprit que c'est plus ou moins la taille de votre capteur. Plus vous avez un grand capteur, plus la taille du cercle de confusion est grand, plus la profondeur de champ est courte. En gros, si vous faites une photo avec un moyen format, vous aurez plus de chances d'avoir une profondeur de champ courte, donc du flou en arrière-plan, que si vous utilisez un petit capteur type APS-C, par exemple. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'hyperfocale? Alors déjà, le terme hyperfocale, il n'est pas tout à fait juste, c'est une abréviation. Le vrai terme, c'est distance hyperfocale. La distance hyperfocale, c'est la distance minimum à laquelle il est possible de faire la mise au point tout en gardant les objets situés à l'infini avec une netteté acceptable. Voilà, donc ça c'est la définition traditionnelle, c'est-à-dire que si vous faites la mise au point à cette distance, vous obtiendrez une très grande plage de netteté. Alors, toujours pareil, une netteté acceptable, ça signifie pas que c'est net comme dans les films policiers, vous savez, où tout est net dans l'image. Donc c'est une plage de netteté acceptable qui s'étend de la moitié de la distance à l'infini. Par exemple, si votre distance hyperfocale, c'est, je sais pas, par exemple 2 mètres, ça sera net de 1 mètre à l'infini. Déjà, posant une notion qui est importante, qu'est-ce que c'est la netteté acceptable? La netteté acceptable, c'est ce que votre œil, l'œil humain, il est capable de vous décrire comme net. La capacité qu'a votre œil à séparer des éléments distincts dans une image. On appelle ça le pouvoir séparateur de l'œil. Et on dit que cette valeur, c'est 1 minute d'arc. Vous savez que les distances, lorsqu'elles sont relatives à un observateur, on ne les calcule pas en centimètres, en mètres, en ce que vous voudrez, on les calcule en angle. Et donc là, nous savons que pour un œil avec une acuité visuelle parfaite, c'est-à-dire de 10 sur 10, le pouvoir séparateur de l'œil, c'est 1 minute d'angle. Voilà, plus ou moins. Alors ça, c'est très approximatif. Si vous êtes aussi myope que moi, ça doit être, 50 minutes d'angle, sans les lunettes. Mais bon, voilà. Donc c'est à peu près cette idée-là. Donc vous avez plein de méthodes pour calculer la distance hyperfocale. Donc la plupart des plus connues sont celles qui utilisent la limite angulaire de netteté. Mais pareil, vous irez chercher dans la livre de référence. Mais à mon avis, c'est pas la méthode la plus rapide, la plus simple. Donc moi personnellement, je préfère utiliser la formule mathématique qui est basée sur la taille du cercle de confusion. Voilà. Pourquoi? Parce que la taille du cercle de confusion, selon le type de capteur que vous avez, vous la connaissez. La taille du cercle de confusion pour un capteur 24-36, c'est 0,025 mm. Voilà. Moi, c'est cette formule qu'on m'a appris, c'est cette formule que j'utilise. Voilà, donc je vous propose de garder la taille du cercle de confusion sur le 24-36 à 0,025.
Voilà, sachant qu'évidemment, si vous regardez d'autres tables numériques, eh bien, vous allez trouver des valeurs qui vont aller de 0,03 à 0,02. Voilà, bon, en général, on dit 0,025. Voilà, donc on garde cette notion comme une variable et c'est celle qu'on va utiliser dans la suite de cet exposé. Donc la formule de mathématiques classique et celle qu'on utilise en général, c'est la longueur focale au carré divisé par le nombre d'ouvertures multiplié par la taille du cercle de confusion. Attention, en utilisant cette formule, on met chacune des trois variables sur la base de l'unité de mesure qui est le mètre. Voilà. Donc pour illustrer cette formule, en fait, on va prendre par exemple le cas d'un capteur 2436 classique, donc avec un cercle de confusion de 0,025. On va dire qu'on utilise un objectif fixe de 50 mm avec une ouverture à f8 par exemple. Eh bien, le calcul de distance hyperfocale va être le suivant. Nous multiplions la longueur focale, donc 50. Comme c'est des millimètres, on va écrire 0,05 et on va mettre ça au carré. Ce chiffre-là, on va le diviser par 8, puisque nous sommes avec une ouverture à f8, qu'on va multiplier par 0,025, ce qui va nous donner comme distance 12 mètres 55. C'est la distance à laquelle je sais que l'infini va être net. Alors toujours pareil, net au sens photographique du terme, et 5 mètres en avant, donc la moitié des 10 mètres aussi. Voilà, donc je sais que ça va être net de 5 mètres devant moi jusqu'à l'infini. Voilà. Donc ça, c'est la méthode classique. Alors, vous avez des applications qui vous calculent ce genre de choses, donc ça vous évite de mettre en place ces formules mathématiques sur un bout de papier, parce que parfois, en reportage, c'est compliqué de se mettre sur un bout de papier et de noter, de calculer tout ça. Mais vous allez voir qu'en général, on prend des habitudes. Et en fait, c'est des habitudes de distance que je vais vous expliquer maintenant. Alors, les méthodes traditionnelles... ça, je vous l'ai expliqué plein de fois. Vous savez que quand on est en plein soleil à midi, la quantité de lumière, c'est f16. f16 pour 1 centième de seconde sans ISO. En fait, l'habitude, et en fait depuis très longtemps, on a pris l'habitude, lorsqu'on est en plein soleil, de travailler à f11. F11, c'est une optimisation de 1 diaph par rapport à f16, ce qui permet de bien discerner les détails dans les ombres. Et en fait, on sait que lorsqu'on est à f11 et qu'on a donc qu'on a une pellicule 24-36 ou qu'on travaille en plein format, à f11, on va prendre par exemple, comme c'est du paysage, un grand angle, on va se mettre au 24 mm. 24 mm, c'est l'objectif traditionnel utilisé par les paysagistes. On sait qu'à f11, au 24 mm, l'hyperfocale, elle est à 1,70 m. Alors ça tombe bien 1,70 m parce que ça permet d'avoir le tout premier plan légèrement flou, ce qui va donner une jolie image dans le paysage, et on sait que tout le reste sera net. En gros, alors ça c'est typiquement le type de méthode employée par les gens qui faisaient des cartes postales, vous savez. L'essentiel des cartes postales que vous avez pu trouver naguère dans les kiosques à journaux, elles étaient faites avec cette technique-là. 24 mm, f11, mise au point à 1,70 m. Et on sait que dans ce cas-là, c'est net à l'infini. Mais à nouveau, la netteté à l'infini, c'est intéressant si vous voulez montrer des éléments descriptifs et que vous voulez attirer l'attention sur chacun des éléments de la scène. Peut-être est-il plus intéressant, au contraire, de regrouper la scène avec une profondeur de champ plus courte et de laisser un arrière-plan et un avant-plan plus flous, de manière à attirer l'attention, à focuser le regard du spectateur. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a appris quelques petites choses. Et puis, comme d'habitude, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez me poser. Alors, ne m'en voulez pas, c'est toujours pareil. Moi, je fais tous mes enregistrements sans notes, en puisant dans mes souvenirs, dont certains sont très anciens, pour répondre à vos questions. Je réalise toujours mes vidéos, vous savez, entre deux shootings, entre 5 minutes où où je peux gagner 4 secondes sur le temps pour faire une petite vidéo. Donc parfois je suis pas tout à fait précise. Mais je suis heureuse si ça vous a intéressé. En attendant, likez, commentez, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez les amis, soyez heureux, faites des photos. Ciao.